Bonjour Alexandre, merci de nous rejoindre. Vous êtes ingénieur physicien, vous avez un MBA en management des technologies, vous avez travaillé dans les piles à combustible, vous avez développé pour Swatch une voiture à batterie à hydrogène, vous avez été précurseur dans les panneaux solaires dans les années 2000 et aujourd'hui vous êtes consultant indépendant. D'abord, votre réaction à chaud quand vous entendez ces différents témoignages? Alors ça me fait très plaisir, à deux titres. Déjà, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat fin des années 90, je crois que j'ai emménagé dans le premier bâtiment du parc scientifique de PFL. Qui était beaucoup plus petit, hein, j'imagine. Il n'y avait qu'un seul bâtiment, Ah ouais. c'était le A, je crois. Il savait qu'il allait en avoir plusieurs. Et puis, déjà, il n'y avait pas de femmes entrepreneuses. Ouais. Donc là, ça me fait plaisir. Et il n'y avait pas d'entreprise, à part la nôtre, qui était liée à l'environnement ou à l'énergie. Tout le monde, évidemment, était en train de tapoter sur Internet et faisait des entreprises sur Internet. C'était la mode début des années 2000. Mais voilà, on était un peu seuls avec une conscience environnementale et il n'y avait que des hommes. Donc ça me fait très plaisir de voir des femmes qui se lancent dans la problématique de l'environnement. On connaît l'inertie du changement, des mentalités. Est-ce que l'innovation, c'est une des clés aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique? Alors, comme ça a été dit, les technologies existent. Alors, effectivement, la technologie qu'on développait tout début des années 2000, donc dans les piles à combustible céramiques, là, il fallait encore développer. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est commercialisée, donc ça prend à peu près 20 ans pour sortir une technologie du labo, pour qu'elle puisse être industrialisée. Mais maintenant, je dirais que toutes les technologies sont là. On peut vraiment y aller, on peut vraiment agir. On peut faire le virage. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque une bonne vision politique. On est en retard. Je peux donner plein d'exemples, mais parce qu'on a mentionné Fukushima, par exemple. Pendant 12 ans, j'étais dans une commission de recherche fédérale, recherche énergétique fédérale, pour consultation du Conseil fédéral. Et j'avais tous les directeurs des grandes entreprises électriques, des BKV, Axpo, etc., tous pro-nucléaire, mais vraiment pro-nucléaire. Et moi, j'étais le seul à faire du solaire, de l'hydrogène. Donc j'étais vraiment l'extraterrestre dans cette commission. Et ils me taquinaient toujours, évidemment, en disant « mais toi, avec ton solaire, etc. » Il y aura que les centrales. Et je me souviens de la séance après Fukushima, c'était en première séance, je crois que Fukushima c'était en mars, et en juillet on a eu une séance plénière, et là j'ai tapé le dos derrière tous les gars. Alors ils vous ont tapé le dos, c'est génial le solaire, il faut que tu nous fasses quelque chose. Ils tiraient une tête, ils avaient vraiment compris, c'est fini. Ouais. C'est fini, on ne reviendra plus au nucléaire, on a passé un cap. Dans la même commission, il y avait une entrepreneuse tessinoise avec qui je m'entendais bien, je discutais beaucoup, et elle m'a raconté que fin des années 90, elle a fait venir un climatologue au Tessin pour parler de la problématique du réchauffement climatique. Et elle m'a dit, on a dû sortir par la petite porte tellement on se faisait huer, on allait se faire tabasser, parce qu'on était là, on était des charlatans à dire des conneries. Et ça, c'était il y a 24 ans de là. Et maintenant, voilà, bon, à part Trump, qui conteste le réchauffement climatique? Donc voilà, il y a des changements. Donc je pense qu'on va dans le bon sens. Je pense qu'on est malheureusement un petit peu en retard, un petit peu beaucoup. Mais tout est là il faut de la volonté de chacun, il faut de la volonté politique, il faut de la volonté des entreprises. Le problème, c'est que plus on attend, plus ça va devenir compliqué. S'il ne faut pas dépasser ce fameux seuil des 4 degrés. Ce sont aussi des générations. Enfin, je ne veux pas me prendre pour un vieux, mais maintenant, il y a je vous rassure, moi aussi je suis un vieux face à cette nouvelle génération. Dans toutes ces entreprises, ce soit Groupe E, Roman d'énergie, etc., ce sont un peu des gens de ma génération qui arrivent au pouvoir. Quand j'avais une usine solaire à Yverdon, on venait de la terminer, on a investi 100 millions. Et au moment où on la termine, c'est la crise économique. C'est fin 2008, début 2009. Il y a tout qui s'effondre, les prix qui s'effondrent, tous les projets de construction de panneaux solaires s'effondrent. Clairement, on est dans la mouise. Donc j'appelle les SIL, la Roman d'énergie, le Groupe E, etc. Vous ne voulez pas prendre des panneaux solaires, faire des installations, des trucs. Il n'y en a pas un qui m'a pris un panneau solaire. Pas un. Oh. Non, elle n'était pas là, évidemment, elle n'était pas là. Bon. Et voilà, après nos seuls marchés, ça a été l'Italie, ça a été les pays frontaliers, mais en Suisse, on n'a quasiment rien vendu. Voilà, il y avait cette attitude-là, c'était négligeable.
Quand je me suis lancé début 2000 dans le solaire, eh ben, le prix, c'était ce qu'on a vu là, le prix du solaire, c'était 1 000 € le mégawattheure, hein, 1 franc le kilowattheure, quoi. Non, ça fait, ouais, c'est 1 000 € le mégawattheure. Maintenant, le solaire est à 4 centimes le kilowattheure, à peu près pour les grandes installations et tout ça. Donc c'est devenu compétitif. En 20 ans, c'est passé d'une chose impossible, de doux rêveur. Le nombre de fois, on m'a dit que j'étais juste un doux rêveur, de vouloir avoir un jour de l'électricité solaire qui règne sur le monde. Et maintenant, c'est l'électricité la moins chère au monde. C'est moins cher que le charbon, c'est moins cher que le nucléaire. Si on prend tous les coûts agglomérés, c'est moins cher que tout. Voilà. Aujourd'hui, combien est-ce qu'il faut de temps d'attente, Aurore, pour poser des panneaux solaires? Si moi, en tant que client, je viens, il faut quoi, une année d'attente à peu près? Alors, on a des grands délais, je dirais une année, c'est réalisable. Ouais. Donc, il y a quand même un fossé entre ce qui s'est passé et ce qu'il y a aujourd'hui, effectivement. Il y a eu, malheureusement, une étape qui a... D'un côté, c'est une bonne chose parce que ça a cassé les prix du solaire, ça. Donc ça l'a rendu beaucoup plus compétitif, mais malheureusement, on a perdu toute l'industrie solaire européenne. Tout est parti en Chine. Ce qui fait aussi une partie des délais. Il faut transporter depuis la Chine. Bon, il y a de plus en plus maintenant de productions qui sont européennes, visiblement. Ça revient, mais ça revient un peu en bout de chaîne, c'est-à-dire la fabrication des panneaux, pas encore les cellules, et puis encore moins le silicium. Le silicium, en plus, il est fait quasiment que dans le Xinjiang en Chine, donc c'est pas la meilleure des régions. Voilà. Donc je pense que l'Europe doit réfléchir, comme l'Europe est en train de faire un Airbus des batteries pour avoir le plus de construction de batteries en Europe, on doit aussi réfléchir à faire un Airbus du silicium et du solaire en Europe. La technologie de l'hydrogène à la Romande Énergie, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi? Oui, on a des projets pilotes qu'on espère qui verront le jour l'année prochaine. Exactement. C'est un peu le futur, on parle beaucoup de cet hydrogène, Alexandre. C'est un peu ce qui pourrait, pas nous sauver, mais en tout cas amener un peu de souffle à cette production énergétique. Bah oui, pour revenir il y a 20 ans, quand je parlais de l'hydrogène, on me traitait pas de doux rêveur, on me disait c'est quoi? Voilà, on n'avait aucune idée à quoi ça servait, ça sert à quoi l'hydrogène. Maintenant, c'est devenu très clair que ça fera partie de toutes les palettes à utiliser pour stocker le surplus d'électricité renouvelable, par exemple pendant l'été, pour l'amener en hiver. C'est un des seuls moyens. Dans les batteries, ça ne fonctionne pas. Les barrages, il faut de très grands lacs. Donc le lac d'Agruyère peut faire un peu de stockage saisonnier, mais les autres barrages, c'est plutôt du stockage à la semaine plutôt qu'au niveau de la saison. Donc on devra passer par une molécule chimique. Et la première qu'on arrive à faire, c'est l'hydrogène. Voilà. Donc il faut que ce soit décarboné. Donc on utilise l'hydraulique, on utilise le solaire, l'éolien, et on fait une électrolyse de l'eau et on produit l'hydrogène, on la stocke et on peut la réutiliser pendant l'hiver. J'aimerais vous montrer un petit film qui a été créé par une militante du climat. Enfin, c'était plutôt une jeune femme dépitée par l'inaction qui finalement est devenue militante du climat. Regardez et on en parle après. Il n'y a plus de respect. Je ne vous ai pas éduqué comme ça. On ne sort pas de table avant le dessert. Mais maman, il n'y a plus de table. Eh ben, on a enfin notre piscine. Hé, attendez, partez pas tous. Ça illustre finalement la solitude de cette nouvelle génération face à l'urgence et face peut-être à une certaine indifférence. Est-ce que vous ressentez ça aujourd'hui? Est-ce qu'Aurore, vous ressentez aussi cette solitude? Alors, ça dépend un petit peu les milieux dans lesquels on va se trouver. C'est vrai qu'aujourd'hui, au sein de Romande Énergie, je sens vraiment cette volonté d'agir. Maintenant, c'est pas comme ça partout. Et vous parliez des leviers, de ce dont on a besoin justement pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment le fait de conscientiser ces défis de manière globale dont on a besoin. Sylvain, vous aussi, vous êtes un acteur finalement, mais est-ce qu'autour de vous, vous vous sentez seul? Seul, c'est un gros mot, hein. Un petit peu seul quand même, mais on pourrait faire mieux, je dirais. Ouais. Mais quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui sont concernés, quoi. Donc.
Alexandre, est-ce qu'on comprend finalement que quand on voit ces groupements qui arrivent aujourd'hui avec Rébellion Extinction, Extinction Rébellion, on passe à l'acte de manière beaucoup plus radicale qu'avant? Est-ce que vous comprenez aujourd'hui cette radicalité quand on voit ce petit film? Bon, même avant de voir le petit film, je crois qu'il y a vraiment urgence. Enfin, comme m'a dit un scientifique là, dans le film d'avant, voilà, on est parti sur une trajectoire qui n'est pas bonne, qui est vraiment pas bonne. Enfant, j'étais déjà un petit peu éco-anxieux. Quand j'allais à la plage en Italie avec mes parents, avec ma mère, j'étais horrifié par voir tous ces plastiques d'emballage à la plage. Je trouvais ça inconscient. Et l'hiver, j'allais à la vallée de Joux. Et chaque hiver, il y avait de moins en moins de neige. Enfin, sur ma vie, j'ai vu la neige disparaître. Quand je monte avec mes enfants maintenant à la vallée de Joux, le 1er janvier, on voit de l'herbe. Ça a disparu sur une génération. Donc oui, je comprends qu'il y en a qui se révoltent. C'est normal. Olga, quelles sont aujourd'hui, pour vous, pour votre famille, les priorités absolues pour lutter contre la crise climatique? Honnêtement, là, je pense un peu plus dans le domaine des technologies, parce que là, on a déjà choisi une route un peu fausse ailleurs, avant, et maintenant, on a besoin de trouver la bonne solution et trouver cette solution le plus vite possible. Mais on n'a pas juste besoin de monter tout ça de chaque nous séparément, c'est plutôt la solution d'un groupe. D'un côté, on a besoin de penser tout ensemble dans la bonne future et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, mais de l'autre côté, on a besoin de soutenir les autres projets innovatifs qui peuvent trouver les solutions pour ça. Sylvain, comment est-ce qu'on peut faire bouger les consciences aujourd'hui? Bon, ça bouge, je ne veux pas dire que ça bouge tout seul, mais cette année, je pense que ça illustre assez bien ce qui va se passer dans le futur. Et je pense que cet été particulièrement a un effet assez important sur pas mal de personnes qui y croyaient peut-être pas, à mon avis. Je pense peut-être que ça va bouger tout seul parce que le climat va nous montrer ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous êtes optimiste, Aurore? Est-ce qu'on se doit finalement d'être optimiste? On n'a pas le choix. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, est-ce qu'on peut encore être optimiste aujourd'hui? Alors, j'ai pas le choix d'être optimiste en fait, donc je peux pas vous répondre autrement, je suis désolée. Évidemment. Alexandre? Je vais de l'avant. Raisonnablement optimiste. Des fois, mes enfants me disent arrête d'annoncer la catastrophe, trouve-nous des solutions. Ouais. Donc voilà, je continue de de travailler à trouver des solutions. Bah justement, on va conclure ce forum, si vous êtes d'accord, restez seulement assis, en vous posant la question, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de notre planète? Histoire qu'on termine plutôt bien ce forum, j'espère que vous allez répondre oui. Eh ben, ben voilà. En fait, c'est un peu le reflet de nos discussions. Effectivement, on est à moitié-moitié. On est raisonnablement optimiste quant à l'avenir de notre planète. Ben, j'espère qu'on trouvera toutes les solutions nécessaires pour pouvoir lutter contre ce réchauffement climatique et conserver la vie sur Terre. Ça serait quand même un joli défi. Merci en tout cas à vous toutes et tous d'avoir été avec nous. Cédric, peut-être, il y a quelques questions rapides. Combien d'énergie faut-il pour produire de l'hydrogène? Il y a un rendement de 50%, donc si vous avez 1 kWh électrique, vous retrouvez un demi-kWh en hydrogène, grosso modo. Pour l'hydrogène renouvelable. Après, si vous faites de l'hydrogène à partir du pétrole, c'est un autre rendement. Mais c'est pas le but. C'est pas le but, non. Aujourd'hui, des surfaces... Oula, ça bouge, pardon. Aujourd'hui, des surfaces trop petites n'intéressent pas les fournisseurs d'énergie pour la pose de panneaux solaires. Va-t-on voir apparaître de nouveaux modèles? Aurore? Oui. Oui, il y aura de nouveaux modèles. On cherche à trouver des mécanismes qui vont nous permettre d'agréger différentes petites surfaces pour que des projets deviennent intéressants, justement. Une petite dernière. Faire plus propre que propre en écologie en Suisse, c'est bien. Et pour les autres pays, que pouvons-nous faire? Des solutions? Oui, c'était la question. Pardon, j'étais ailleurs, moi, mais tu peux reposer la question, s'il te plaît? Faire plus propre que propre en écologie en Suisse, c'est bien. Et pour les autres pays, que pouvons-nous faire? Des solutions? Il faut les aider à décarboner, c'est la grande priorité. Ouais. Et si on prend l'exemple en Allemagne, bon, ils essayaient de sortir du charbon, maintenant c'est mal barré à cause de la crise du gaz. Mais par exemple, la Pologne, c'est quasiment... Enfin, rouler en voiture électrique en Pologne, c'est malheureusement plus polluant que de rouler en voiture diesel.
parce que toute l'électricité polonaise vient des usines à charbon. Donc, voilà. C'est un peu le paradoxe, c'est qu'on développe des choses, puis finalement on se retrouve confronté à la même situation. C'est compliqué comme domaine quand même. C'est pas compliqué, c'est de la volonté politique. La Pologne est un bon exemple. Il y a zéro volonté politique de faire le virage. C'est trop gangréné, c'est trop. Alors qu'il y a des subventions massives à disposition de l'Union européenne pour faire le virage, ça marche pas en Pologne. Voilà. Là, c'est une question de volonté politique. Merci beaucoup. Merci.